Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. L'arrestation violente d'un jeune à Aulnay-sous-Bois n'en finit pas de faire réagir la classe politique et on apprend aujourd'hui que la police des polices, qui doit faire la lumière sur cette arrestation, a soutenu la thèse de l'accident et considère qu'il n'y avait pas d'intention. Emmanuel Macron dévoile ses premières mesures en matière d'environnement. Invité de WWF France, le candidat d'En Marche a avancé quelques pistes alors qu'il est de plus en plus attaqué par ses concurrents à l'élection présidentielle. Les questions d'actualité au gouvernement, c'est dans quelques minutes et à suivre en direct dans notre édition avec des interpellations sur l'écotaxe, le rapport critique de la Cour des comptes ou encore l'avenir de l'Europe. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Aujourd'hui, pour nous accompagner cet après-midi, Mickaël Zamès est en salle des conférences du Sénat et Saveria Rojek dans l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. Une explosion s'est produite à la centrale nucléaire de Flamanville ce matin vers 10h, mais hors zone nucléaire et sans faire de blessés, selon la préfecture de la Manche. Les autorités assurent de l'absence de tout risque nucléaire et précisent que l'incident est fini. L'arrestation brutale du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois provoque de nombreuses réactions politiques. Deux questions au gouvernement sur ce sujet doivent d'ailleurs être posées dans quelques instants dans l'hémicycle. Et on apprend aujourd'hui qu'un rapport de l'IGPN chargé de faire la lumière sur cette interpellation met en avant la thèse de l'accident. Résumé des derniers éléments par Mounir Soussi. Un premier rapport potentiellement explosif. L'IGPN en charge de l'enquête sur les violences subies par Théo à Aulnay-sous-Bois écarte à ce stade la thèse d'un viol délibéré en s'appuyant sur les images de vidéosurveillance. À ce jour, la police des polices ne remet pas en cause la gravité des faits, mais estime que la pénétration était non intentionnelle et accidentelle, confirmant la ligne de défense des avocats des policiers impliqués qui déplorent l'emballement médiatique. Moi, je suis assez atterré par ce que je constate. Malheureusement, un certain nombre de commentaires provenant de commentateurs autorisés ou non autorisés. Et aujourd'hui, effectivement, des politiques qui interviennent également pour, si j'ai bien compris, rendre la justice à la place de la justice. Éric Dupond-Moretti, l'avocat de Théo, considère que quelles que soient les circonstances du geste, volontaire ou non, le viol est caractérisé. Ce drame vient questionner le rapport entre la police et une partie de la jeunesse. Plus largement, on a quand même une situation, et ça révèle une situation très difficile. On a une police à bout de nerfs dans certains quartiers et une jeunesse à bout de patience, qui fait souvent l'objet de beaucoup de petites humiliations quotidiennes. Plusieurs véhicules ont brûlé cette nuit en Seine-Saint-Denis. Malgré ces incendies, la soirée était plus calme que les précédentes. 28 personnes ont tout de même été interpellées dans le département pour violence urbaine. Depuis ce matin, l'incompréhension monte au sujet des conclusions de l'IGPN qui ne sont pas définitives et peuvent évoluer au fil de la procédure. Le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, de plus en plus critiqué par ses adversaires, à l'image de Nicolas Dupont-Aignan qui, sur notre antenne ce matin, accuse Emmanuel Macron de conflit d'intérêts au profit de la banque Rothschild. Lors de son passage au gouvernement, on l'écoute. J'ai repris toutes les cessions d'entreprises françaises, les grandes entreprises, à des intérêts étrangers sous M. Macron. À 4 reprises, la banque Rothschild, dont il a été le salarié ou l'associé, ont opéré les transactions. Technip, qui est parti aux États-Unis. Alstom, qui est parti aux États-Unis. L'aéroport de Toulouse, c'était pas... Qu'est-ce que vous voulez prouver quoi? Je dis qu'il faut balayer... Quoi comme conclusion? Je dis qu'il faut qu'Emmanuel Macron clarifie ses liens avec la finance internationale. Vous lui posez clairement la question? Je demande à Emmanuel Macron de s'expliquer sur ses financements. Je souhaite qu'Emmanuel Macron publie la liste de ses donateurs. J'ai proposé de le faire pour les grosses sommes, pas pour 10 euros ou 20 euros, mais au-dessus de 1000 euros. J'estime que Emmanuel Macron ne pourra pas non plus aller à la présidentielle comme ça, sans publier la liste de ses donateurs. Et je remarque que M. Hamon le lui a demandé, je ne suis pas le seul. Et on part en salle des conférences, retrouver Mickaël Zamès aux côtés du sénateur François Patriat, soutien d'Emmanuel Macron. Oui, comme c'est un soutien d'Emmanuel Macron, bonjour François Patriat, des explications avec cette demande de la part d'un candidat à l'élection présidentielle, Nicolas Dupond-Aignan. Il veut faire la clarté, il parle de conflit d'intérêts. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Je veux dire que l'agressivité de certains candidats qui patinent aujourd'hui dans le bas des sondages peut se comprendre, mais je la comprends mal venant de personnes qui sont censées
être au fait de l'économie et de la politique. Et qui prennent les plus basses attaques aujourd'hui pour mettre à mal un candidat qui a de plus en plus d'adhésion dans l'opinion publique. Par sa compétence, justement, par sa compétence économique. Et qui connaît Emmanuel Macron, sait bien que le favoritisme, ça n'est pas sa pratique politique quotidienne. Et que s'il a favorisé, ce sont les entreprises de ce pays. L'investissement. Il n'y a pas eu conflit d'intérêt. Bien entendu, jamais. Vous savez, on a déjà parlé des frais de bouche, on a déjà parlé d'autres sujets sur lesquels il a répondu avec beaucoup de transparence, beaucoup de fermeté. Et je crois que dans ce genre d'attaque, il faut les regarder pour ce qu'elles sont, venant d'une extrême droite aujourd'hui agressive, qui ne supporte pas de voir les idées que porte Emmanuel Macron. Ça vient de l'extrême droite. Je pense que ça vient des idées qui sont près de l'extrême droite, bien entendu. Est-ce que donc vous estimez aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est la cible numéro 1 de la droite, de l'extrême droite et peut-être même de la gauche? Il le devient. À partir du moment où son statut de présidentiable s'étoffe un peu chaque jour, que sa crédibilité n'est plus en cause, que sa compétence est réelle, que son ambition politique pour ce pays, de changer la donne, de renouveler ce pays, de renouveler la politique, de faire en sorte qu'on puisse sortir du déclin dans lequel nous sommes aujourd'hui, eh bien évidemment, le fait qu'il devienne non pas un favori, parce qu'il n'y a pas de favori aujourd'hui, mais qu'il vienne aujourd'hui en tête dans l'opinion française, amène contre lui des attaques aussi sournoises qu'insidieuses que nulles par ailleurs. À la une du quotidien de l'après-midi du Monde, évidemment, un programme qui s'attend, un programme qui a du mal à venir et une forme de dilemme pour Emmanuel Macron. Vous estimez qu'il est dans un temps de dilemme? J'entends bien cela, mais s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que Emmanuel Macron gère avec intelligence son temps. On le voit lorsqu'il a décidé, il y a plusieurs mois, de créer un mouvement, c'était pour faire face au vide que nous avons dans notre pays aujourd'hui, vide de toutes parts, qu'on voit à droite comme à gauche, et qu'il entendait le créer. Et moi, le fait de dire début mars, je serai en mesure de proposer une plateforme qui sera chiffrée, qui sera structurée, qui sera mobilisatrice, et de la construire bien. Prenons le temps de la construire complètement, de la proposer en un temps qui est le temps de la campagne. La vraie campagne, elle commencera après les campagnes, après les vacances, et on le sait bien. Début mars, il faut encore attendre 10 ou 15 jours pour avoir un programme chiffré. Des mesures sont égrenées chaque jour. Ce matin encore, des mesures sur l'environnement, des mesures sur tout ce qui est le développement durable. Il l'a fait avec beaucoup de précision ce matin. Continuons d'égrener ces propositions et attendons une plateforme. Alors je sais bien et que l'impatience nourrit le désir. Il y a de l'impatience, vous êtes d'accord avec? Elle nourrit aussi le désir, mais avouez que si aujourd'hui nous donnions le programme, il serait immédiatement critiqué, il serait immédiatement la cible de toutes les attaques. Il sera présenté en temps utile et le temps du calendrier que choisit Emmanuel Macron me paraît le bon. Merci beaucoup François Patria d'avoir témoigné en direct à notre antenne, c'est à vous. Merci pour cette réaction. Emmanuel Macron était ce matin l'invité de l'ONG WWF France, l'occasion pour le candidat d'En Marche de dévoiler ses premières mesures en matière d'écologie qui vous sont présentées par Fabien Recker. À défaut d'un programme complet, Emmanuel Macron a dévoilé ses propositions sur l'environnement, sur le nucléaire. Il veut en réduire la part. C'est l'objectif de changer notre mix électrique pour atteindre à horizon 2025 les 50%. Mais sans promettre que cet objectif soit tenable. D'abord, je n'ai pas une position conservatrice sur le nucléaire, j'ai une position réaliste. Une transition, c'est volontariste, mais si j'étais conservateur, je vous dirais on maintient 75%. Il s'engage en revanche plus concrètement sur le soutien aux énergies renouvelables. Ça veut dire que je lancerai un appel d'offres pour la production de 26 000 mégawatts en capacité, l'équivalent de 6 réacteurs, durant le quinquennat, ce qui équivaut à accompagner, puisque derrière on sait qu'il y a des prix garantis, l'équivalent de 30 milliards d'investissements privés. Concernant les énergies fossiles, pas de nouveaux permis d'extraction et fermeture des dernières centrales à charbon. Pas non plus de gaz de schiste. Emmanuel Macron veut augmenter la fiscalité sur le diesel et promet une prime à l'achat de 1 000 € pour l'abandon d'un véhicule polluant. Sur Notre-Dame-des-Landes, pas de position définitive non plus. On ne déchire pas une consultation publique. Je me donnerai 6 mois avec une personnalité indépendante, des passionnés, pour mettre sur la table les éléments de comparaison qui éclaireront ma décision finale. Entre deux projets qui sont d'un côté l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et de l'autre le réaménagement de l'aéroport actuel. Exactement. Le candidat prévoit enfin d'organiser une grande conférence internationale sur la biodiversité ainsi qu'un Grenelle de l'alimentation. Et on retourne en salle des conférences du Sénat où Michael Zamès est aux côtés de Luc Carvounas. Absolument, Luc Carvounas. Question parce qu'on a entendu Emmanuel Macron faire des propositions sur l'environnement. La semaine prochaine, ce sont des propositions sur l'économie. Mais alors, il fait des propositions, Emmanuel Macron, à ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de programme? Quelle date sommes-nous? Quasiment mi-février. Le premier tour, c'est dans 2 mois. Encore heureux qu'il y ait quand même quelques chapitres déjà de rédigés.
Mais si j'ai bien compris... Parce que tout le monde lui tape dessus, visiblement, ces derniers temps, à droite comme à gauche. Je vais vous raconter une anecdote, Michael Samès. C'est un ami qui est plutôt très macroniste, qui m'a raconté il y a 2 jours avoir regardé derrière son téléviseur le meeting de Lyon et s'être endormi au bout de 10 minutes. Ah, voilà, c'est une anecdote qui reflète ce qu'est Emmanuel Macron, c'est-à-dire un joli coup de com', hein, je monte sur une pyramide lumineuse au milieu d'un gymnase. Bon, mais la politique, c'est pas savoir combien je mets de fidèles dans un lieu pour voir de la télé évangélie, ou bien de savoir finalement, regardez-moi, aimez-moi. Tout ça, c'est gentillet. Mais moi, j'aimerais savoir à qui on confie les clés du camion de la 5e puissance du monde. Voilà, on parle juste de la France. Et je vois juste que devant cette crise politique qu'on traverse, où on manque... Parlons de ça justement. Comment est-ce que vous pouvez examiner, analyser le fait qu'en haut des sondages, on retrouve Marine Le Pen et Emmanuel Macron ? Et non pas la gauche et la droite classique. Bien parce qu'on a une vraie défiance vis-à-vis de la classe politique en général. Ceux qui se disent les candidats de l'antisystème se nourrissent précisément du système. Et face à cette défiance, quand on est un candidat médiatisé sans pour autant s'avancer sur des propositions politiques de fond, eh bien on continue à engranger des voix. Mais à un moment donné, soit on s'en rend tous compte, et alors on revient dans un débat politique, parce que juste l'élection présidentielle, c'est l'élection la plus importante sous la 5e. On est encore en train de parler de notre pays et de 66 millions de Français dans leur quotidien de vie. Moi, je veux qu'on ait ce débat politique de fond. Lucas Vounas, dernière question. Est-ce que vous serez ou pas dans l'organigramme de Benoît Hamon ? On sait que visiblement, on cherche à vous séduire, en tout cas, pour essayer de vous attirer auprès de Benoît Hamon. Moi, je l'ai toujours dit, je ne serai pas une prise de guerre. Vous connaissez mon autonomie, ma liberté de parole et de pensée, mon amitié avec Manuel Valls. Je suis aussi pour autant ami avec Benoît Hamon. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Benoît, comme je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Manuel Valls. Et encore heureux, sinon je n'aurais pas mon identité politique propre. Mais je vais vous faire une confidence. Plus je vois dans les rangs du Parti Socialiste certains de mes amis me dire qu'ils n'ont pas envie de faire campagne pour le candidat socialiste qui est Benoît Hamon, et plus moi j'ai envie de faire cette campagne pour lui. Donc ça veut dire que vous ferez campagne pour lui, à un poste peut-être dans l'organigramme. J'ai toujours été clair, je suis à la disposition du candidat de ma famille politique, parce que je ne comprendrai pas que certains des miens commencent à expliquer que Benoît Hamon soit trop à gauche, et qu'on aille se jeter dans les bras, on en a parlé d'un candidat sans programme et qui couvre le spectre politique de la droite orléaniste à la gauche progressiste. C'est un non-sens pour tous ceux qui sont membres du Parti Socialiste. On peut estimer que vous discutez en ce moment, c'est bien ça? J'ai un échange avec Benoît Hamon et en tous les cas, ce sera ni un débauchage, mais il faut que je sois, si je rentre dans cette équipe de campagne, utile à la gauche et aux candidats du Parti Socialiste. Merci beaucoup Luc Carvounas d'être intervenu en direct sur Public Sénat. Merci. L'organisation anticorruption Transparency International dévoile aujourd'hui ses propositions en matière de transparence de la vie publique et demande notamment la publication par les élus de leurs dépenses d'indemnités représentatives de frais de mandat, l'IRFM, qui sert à couvrir les frais nécessaires à l'exercice du mandat, comme l'habillement, des repas, de la communication, mais qui ne sont pas ou peu contrôlés à l'heure actuelle. Flora Sauvage. Pour édicter ces 11 recommandations, Transparency International s'appuie sur un sondage. Selon 54% des Français, les personnes ayant du pouvoir sont corrompues pour une grande partie d'entre elles. Et quand il s'agit des parlementaires, le chiffre monte à 77%. Ainsi, l'organisation qui milite pour plus de transparence dans la vie politique souhaite que les parlementaires rendent publique l'utilisation qu'ils font de l'indemnité représentative pour frais de mandat, dont le montant s'élève à 6 000 € net mensuels pour un sénateur. Aujourd'hui, il y a une totale opacité concernant cette indemnité, parce qu'il n'y a aucune obligation de faire la transparence sur la façon dont il dispose de cette enveloppe-là, et il n'y a aucun contrôle qui est exercé ni par les chambres, ni par une autorité extérieure, comme c'est le cas par exemple en Grande-Bretagne, où il y avait eu un scandale en 2009 concernant des notes de frais de parlementaires qui avait permis de mettre en place une autorité indépendante qui contrôle les frais, qui en fait la publicité sur un site internet, que ce soit en termes de rémunération des parlementaires comme de notes de frais. Mais parmi les sénateurs, la proposition fait débat. Dire il n'y a pas de contrôle, c'est faux. Il y a des règles, peut-être qu'elles ne sont pas assez importantes. Je dis en revanche, tenir une comptabilité, ce que je fais parce que j'ai une expérience comptable
comptables tous les mois, c'est dévoreur de temps et que nos capacités d'équipe, quand vous avez 6 000 € pour payer vos collaborateurs, vous ne pouvez pas vous payer un comptable. Je rappelle qu'en Allemagne, qu'on cite en exemple, et à juste titre, la contrepartie, c'est que chaque parlementaire a une enveloppe budgétaire pour payer ses collaborateurs de 20 000 €. Si des contrôles existent, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ils restent peu nombreux. Aujourd'hui, l'utilisation qui est faite de cette indemnité représentative pour frais de mandat reste une zone d'ombre. On part maintenant dans l'hémicycle rejoindre Saveria Rojek pour le programme de ces questions d'actualité au gouvernement. Eh bien tout d'abord, Jérôme, la situation à Aulnay-sous-Bois et les rapports avec les forces de l'ordre après l'arrestation de Théo, avec une question d'Esther Benbassa, la sénatrice écologiste, à Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur. Puis autre question toujours sur cette affaire, Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste au Sénat. Cette fois-ci une question à Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, sur les contrôles de police dans les quartiers. Autre thème d'actualité, Alstom et l'avenir du site de Belfort, avec une question du sénateur Cédric Perrin au secrétaire d'État à l'industrie Christophe Sirugue. L'État doit confirmer, on le sait, dans les prochaines semaines, la fameuse commande des 15 rames TGV qui permettrait donc de sauver l'activité du site de Belfort. Et puis ensuite, le rapport de la Cour des comptes, un rapport sévère, on en a déjà parlé depuis hier sur notre antenne, avec deux questions des Républicains Michel Bouvard, d'abord sur le rapport dans son ensemble, et ensuite de Marie-Hélène Deségo, la sénatrice Marie-Hélène Deségo, sur l'écotaxe. Autre question du sénateur Jean-Marie Van Lerenberg pour le groupe centriste sur le bilan, cette fois-ci, de l'évacuation de la jungle de Calais, bilan effectif depuis plusieurs mois déjà. Ensuite, ce sera au tour de Jean-Claude Requier, Jean-Claude Requier pour les radicaux, qui va lui interpeller Marisol Touraine, la ministre de la Santé, sur la décision du Conseil d'État en matière de vaccination. À noter également une question de Françoise Cartron, la sénatrice, à la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem sur la mixité sociale au collège. Et puis enfin, le sénateur Jacques Legendre sur le slogan de la candidature de Paris pour les JO 2024, un slogan en anglais, je le rappelle. Voilà Jérôme, donc pour le menu de ces questions d'actualité. Un menu très riche qu'on va aller suivre dans un instant. Le président vient de s'installer au plateau pour la présidence de cette séance de questions au gouvernement, donc qui sera évidemment marqué par la situation à Aulnay-sous-Bois. La cloche vient de résonner. On va donc tout de suite suivre ces questions d'actualité et on revient pour en débattre. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour va appeler les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise en direct sur France 3, Public Sénat, le site internet du Sénat et sur Facebook. J'appelle chacun d'entre vous à observer le respect du temps de parole et des uns et des autres. La parole est à notre collègue Michel Bouvard pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Comptes publics. Elle fait suite à la remise du rapport annuel de la Cour des comptes qui a eu lieu ce matin. La Cour, dans son rapport, revient sur la situation des finances publiques. Elle donne acte au gouvernement du respect de l'objectif de réduction des déficits tel qu'il figurait en loi de programmation des finances publiques, tout en soulignant la modestie de l'objectif. Mais surtout, elle nous appelle à la vigilance et à la mobilisation sur l'avenir, soulignant que 4 pays restent en déficit excessif, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et la France, que nous avons une insuffisance de réformes structurelles qui accroît le décalage avec nos partenaires, que des difficultés sont devant nous à la fois en raison de l'optimisme de la loi de finances pour 2017, difficilement tenable, je cite, et évidemment du poids de la dette publique, 96,2% du PIB. La réduction des déficits, Monsieur le Ministre, elle a été acquise au cours des dernières années de la législature, principalement en raison de la diminution des taux d'intérêt, 40%, et de l'effort demandé aux collectivités territoriales dans la réduction des dotations de l'État. Ma question est donc très simple. Comment pouvons-nous faire face à une remontée éventuelle des taux d'intérêt au moment où le décalage de points des taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne est passé de 27 à 54 points de base entre septembre et décembre? Et est-ce qu'il y a des réformes structurelles que vous regrettez de ne pas avoir menées au cours de la législature?
Pour vous répondre, la parole est à Christian Eckert, secrétaire d'État en charge des comptes publics. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les sénatrices, les sénateurs, monsieur le sénateur Michel Bouvard, j'apprécie la modération de votre propos par rapport à d'autres propos entendus ici ou là. Parce qu'il est vrai que chacun est dans son rôle dans ce genre d'exercice et que dans un exercice convenu, parfois les acteurs qui jouent plusieurs années de suite le même rôle finissent par surjouer. Ce n'est pas votre cas, j'en conviens. Vous avez bien évoqué la réduction du déficit public, même si le rythme, l'ampleur peut en être commenté de façon diverse. Votre question est précise concernant l'impact d'une éventuelle remontée des taux d'intérêt. Nous avons tous les ans fait des prévisions de taux d'intérêt. C'est l'exercice budgétaire annuel de chaque loi de finances. Cette année, pour la loi de finances de 2017, nous avons posé comme principe des taux d'intérêt à 10 ans qui atteindraient 1,25%. Ils sont aujourd'hui autour de 1%, mais il est vrai qu'ils étaient autour de 0,5, voire un peu moins, il y a quelques semaines ou quelques mois. Il y a un contexte international qui joue sans aucun doute. Il y a aussi un contexte national où les événements politiques de notre pays, probablement, donnent moins de lisibilité, oserais-je dire, à l'avenir. Je crois qu'il est important d'assurer une stabilité. Au-delà, il me semble qu'un certain nombre de propos de certains candidats, ils se reconnaîtront, qui annonçaient en 2017 un déficit autour de 4,7%, certes, sur ce point aussi, ils sont revenus en arrière, comme sur d'autres points, ont probablement alerté un certain nombre d'acteurs des marchés financiers. Mais nos objectifs ont été tenus depuis 2 ans et nous serons au mois de mars qu'en 2016, ils seront tenus. Rendez-vous le 15 mars. Merci. Monsieur Bouvard. Oui, monsieur le ministre, je ne peux pas partager l'optimisme sur la dette, à la fois parce que les taux en fin d'année sont supérieurs pour la première fois à ceux qui étaient inscrits dans la loi de finances initiale, à la fois aussi parce que la dette continue à augmenter. La diminution de la dette est essentiellement due aux coupons que l'État a encaissés au cours de l'année écoulée, 0,5% du PIB. Et puis il y a aussi 2 inquiétudes que la Cour souligne, pages 34 et 38 de son rapport, une masse salariale qui va doubler en une année par rapport à son évolution au cours de la totalité de la législature, et des mesures nouvelles qui conduisent à accélérer sur 2017 les encaissements. Allez, il faut et à maintenant reporter conclure. les prélèvements, page 34. La parole est à notre collègue Jean-Claude Requier pour 2 minutes 30 pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, hier, le Conseil d'État vous a enjoint de prendre, dans un délai de 6 mois, des mesures pour rendre disponibles les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, les 3 seuls vaccins obligatoires. Actuellement, les laboratoires associent ces 3 vaccins à d'autres vaccins, si bien que pour se mettre en conformité avec la loi, il faut recourir à des vaccins hexavalents qui vaccinent aussi contre la coqueluche, l'hémophilus influenzae et l'hépatite B, et au passage permettent aux laboratoires d'augmenter leurs marges. Le Conseil d'État a été on ne peut plus clair et vous a demandé de permettre l'application stricte de la loi. 3 vaccins sont obligatoires et pas davantage, même si les autres sont, je le rappelle, très fortement conseillés. Dans sa décision, il est écrit, je cite, « La loi qui n'impose que 3 obligations de vaccination implique nécessairement qu'il soit possible de s'y conformer en usant des vaccins qui ne contiennent que ces 3 vaccinations. » Toutefois, Madame la Ministre, il semble que cette décision soit en pratique très difficile à mettre en œuvre, surtout dans un délai de 6 mois. Alors, comment allez-vous faire? Vous avez immédiatement saisi vos services, de même que l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Que peut-on en attendre? Pensez-vous possible de proposer d'ici 6 mois le vaccin DTP qui n'existe plus? Ou envisagez-vous de rendre obligatoire
les 6 vaccins contenus dans le vaccin hexavalent. Hypothèse du reste évoquée par le Conseil d'État lui-même dans son ordonnance. Enfin, Madame la Ministre, je tiens à préciser que nous partageons entièrement l'analyse du Conseil d'État qui a écarté l'argumentation des requérants sur les risques allégués des vaccinations non obligatoires, soulignant que, je cite, « aucun élément sérieux n'est apporté sur l'existence d'un risque d'atteinte à l'intégrité de la personne et de mise en danger d'autrui ». Alors, plus largement, Madame la Ministre, le gouvernement a-t-il l'intention de renforcer sa politique vaccinale et ainsi de tordre le cou à tout un tas d'idées reçues et de préjugés qui peuvent mettre en danger la santé de nos concitoyens? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge des personnes âgées. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Jean-Claude Requier, je vous prie de bien vouloir excuser Marisol Touraine qui est actuellement en déplacement à l'étranger. Et en premier lieu, je souhaite rappeler que la vaccination est l'un des grands succès de notre politique de santé publique. Il ne faut ni oublier ni banaliser les fléaux qu'elle a permis d'éradiquer. Dès janvier 2016, Marisol Touraine a annoncé un plan de rénovation de la politique vaccinale destiné à mieux informer les professionnels et le grand public, à améliorer la gouvernance de la politique vaccinale, à sécuriser l'approvisionnement afin de renforcer la confiance dans la vaccination. Un comité d'orientation indépendant présidé par professeur Fischer a également été chargé d'organiser une grande concertation citoyenne sur la vaccination et s'appuyant sur un jury citoyen et un jury de professionnels de santé, sur les experts et acteurs de la vaccination. Sur plus de 10 000 contributions en ligne, des recommandations ont été présentées le 30 novembre dernier. Ces recommandations font actuellement l'objet d'une expertise juridique et financière approfondie. Vous m'interrogez sur la décision rendue hier par le Conseil d'État relative à la mise à disposition des vaccins avec les seules valences obligatoires. Le gouvernement a pris acte de cette décision. Marisol Touraine a saisi immédiatement les services du ministère et l'Agence nationale de sécurité du médicament pour que l'État puisse mettre en œuvre cette décision dans le délai imparti. D'un point de vue pratique, je rappelle qu'il existe déjà un kit disponible gratuitement pour assurer la vaccination avec les seules valences obligatoires. En 2016, 2362 demandes ont été satisfaites via ce kit qui peut être obtenu sur demande du médecin prescripteur. En tout état de cause, ce travail devra s'inscrire dans la réflexion engagée sur la politique vaccinale en tenant compte des recommandations de la concertation citoyenne qui pourrait à terme faire évoluer le cadre législatif sur lequel s'est fondée la décision du Conseil d'État. Merci, Monsieur Requier. Merci, Madame la Ministre, de ces précisions. Je souhaiterais, en ces temps de campagne électorale, émettre un vœu, c'est de rendre obligatoire un 4e vaccin, celui contre la langue de bois. La parole est à notre collègue Madame Benbassa pour le groupe écologiste et pour 2 minutes 30 maximum. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Intérieur, jeudi dernier, Théo, 22 ans, jeune homme sans histoire, fils d'une famille honorablement connue, a été gravement blessé lors d'une opération de contrôle à Aulnay-sous-Bois. Il affirme avoir été victime d'insultes racistes, de coups et avoir subi un viol. Hospitalisé, opéré en urgence, il s'est vu prescrire 60 jours d'incapacité totale de travail. Parmi les 4 policiers mis en cause, un a été mis en examen pour viol, les 3 autres pour violence volontaire en réunion. Les faits reprochés à ces 4 policiers rejaillissent injustement sur tous leurs collègues, hommes et femmes sans reproche, dévoués à leurs tâches toujours plus difficiles, en but eux-mêmes à des attaques parfois extrêmement violentes. Pour le défenseur des droits, je cite, « Cette dramatique affaire illustre les conflits qui naissent parfois des contrôles d'identité. » Et il continue de demander que ces contrôles, je le cite de nouveau, soient réalisés pour des raisons objectives et vérifiables. La LDH ne dit pas autre chose. L'urgence, après de tels faits, est claire. Elle est de reconstruire la confiance brisée entre les habitants de certains quartiers et leur police. Et ma question est simple, Monsieur le ministre.
Ne conviendrait-il pas, sans tarder, de rappeler à chacun ses devoirs, de rompre avec certaines pratiques discriminatoires, de faire prévaloir en toutes circonstances l'état de droit? Et ne vous apparaît-il pas nécessaire de restaurer une police de proximité dûment formée, soucieuse avant tout de connaître et de protéger les citoyens dont elle a la charge? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, M. Bruno Le Roux. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Benbassa, je veux d'abord dire que les blessures dont a été victime le jeune Théo sont graves, particulièrement graves. Et donc, au moment où je réponds pour la première fois à une question au Sénat, je veux l'assurer, assurer sa famille, assurer ses proches de ma compassion et de mon souci de la vérité. Le plus rapidement possible, il y a un magistrat instructeur qui a été saisi. Tout ce qui devait lui être transmis lui a été transmis. Je n'ai pas à juger de la rapidité de l'enquête, mais je souhaite qu'elle puisse aller le plus rapidement possible pour établir la vérité des faits, sans attendre, compte tenu du rapport que j'ai pu avoir et des éléments venant de l'inspection générale de la police nationale que j'ai saisi. J'ai suspendu les 4 fonctionnaires qui, aujourd'hui, font l'objet donc d'une enquête de ce magistrat indépendant. Et donc, de ce point de vue-là, je veux appeler à la sérénité par rapport à l'engagement de vérité et de justice qu'il y aura sur cette affaire. Un engagement que je veux exactement le même pour tout ce qui se passe dans les quartiers. Et mon souci depuis le début de la semaine, à ce que chaque matin je puisse faire passer cette parole de sérénité dans l'enquête qui est menée aujourd'hui, va de pair avec le fait que durant plusieurs semaines, tous les matins, je me suis inquiété de savoir où étaient les enquêtes pour ceux qui avaient agressé les policiers à Viry-Châtillon et qui devaient être rattrapés et transmis aussi à la justice. Et je veux que ce soit cet équilibre parfait. Il n'y a dans nos quartiers, comme nulle part ailleurs de notre République, de place pour ceux qui agressent les symboles de la République, que sont les personnes dépositaires de l'autorité, de la même façon qu'il n'y a aucune place pour ceux qui ne respecteraient pas les valeurs de la République dans la façon dont ils mènent leur travail et l'autorité que nous leur avons confiée. Et je veux, de ce point de vue-là, que les choses soient particulièrement claires. La question du rapport entre les forces d'autorité et la population est centrale. Il y a un sentiment que je peux rencontrer de là où je viens, ce département, mais d'autres pourraient dire la même chose. Je veux, là encore, de façon très concrète, dire que c'est au centre des politiques publiques qui sont menées par le renforcement des crédits, doublement des crédits du ministère de l'Intérieur sur la question du rapprochement police-population, la mise en expérimentation, après que les policiers en soient dotés, du système de caméras mobiles dont je pense qu'il peut présenter le double avantage d'apaiser les interventions et de faire en sorte de rassurer les forces de sécurité. J'aurai l'occasion de préciser dans la question suivante ce que j'entends de ce point de vue-là. Merci, Monsieur le ministre. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le ministre. La tâche est lourde. Le chemin sera long, mais espérons que cet acte d'une extrême violence aidera le gouvernement à prendre les décisions qu'il convient concernant, vous l'avez dit, ces crédits et surtout cette police de proximité formée. Merci. Madame la présidente Éliane Assassi, pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Madame la présidente. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Chacun, donc, ici, connaît l'acte abominable commis à l'encontre de Théo Louaka à Aulnay-sous-Bois. Face à cette violence inouïe, qui peut être qualifiée d'acte de barbarie, nos pensées et notre compassion vont bien sûr vers Théo, sa famille et ses proches qui vivent un moment très douloureux. Aujourd'hui, donc, 4 agents de la BST sont mis en examen, dont un pour viol. Le défenseur des droits a ouvert une enquête, et pour cause. D'après le jeune homme, il aurait fait l'objet, en plus des coups et du viol, de moqueries, crachats et d'injures racistes. Ceci est profondément révoltant. Et malheureusement, ces faits ne relèvent pas d'un événement tragique et isolé. Ils font écho à des pratiques pour le moins douteuses de contrôle policier et d'interpellation bien connues dans les quartiers populaires. Mon propos ici n'est pas
de remettre en cause le travail et la déontologie de l'ensemble de nos forces de sécurité, dont nous reconnaissons l'engagement, qui plus est, dans le contexte actuel et avec le peu de moyens dont elles disposent. Mais une tension permanente dont témoignent les forces de l'ordre et les citoyens existe dans ces quartiers. Nous reconnaissons la dégradation des conditions de travail de la police de terrain, mais il convient d'entendre les voix des nombreuses associations, de nombreux citoyens, voire du défenseur des droits lui-même. Ils évoquent des contrôles d'identité discriminatoires, parfois répétés, voire systématiques. La pratique des palpations de sécurité est souvent faite hors des règles du code de déontologie des forces de sécurité et constitue trop souvent une véritable atteinte à la dignité humaine. Monsieur le ministre, certes, il faut être serein. Mais comment ignorer que lorsque certains sont soumis à la justice expéditive de la comparution immédiate, d'autres bénéficient d'une réelle instruction. La justice aussi doit être la même pour tous. Il s'agit alors de revenir aux réalités de terrain et surtout de remettre à plat la doctrine et les pratiques du maintien de l'ordre en France avec le retour d'une véritable police de proximité recrutée et formée pour ces missions. Et dans ce cadre, il faut mettre en place d'urgence le récépissé de contrôle afin d'en finir justement avec les contrôles au faciès. Ces mesures sont attendues depuis 5 ans. Pourquoi donc ne pas utiliser, Monsieur le ministre, le projet de loi sécurité publique actuellement en discussion pour les y inscrire? Oui, il faut rétablir la confiance afin qu'il n'y ait plus de Théo, d'Alexandre, d'Ahmed Selmouni ou d'Adama Traoré. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Leroux. Madame la présidente Éliane Assassi, dans un premier temps, je voudrais simplement appeler chacun d'entre nous à la prudence, non pas pour minimiser ce qui s'est passé, mais parce qu'au moment où la justice doit faire son travail, elle le fait, tout lui a été transmis. Il ne nous appartient pas de qualifier ce qui s'est passé, ni même, vous pouvez constater, mais avec des mots qui ne peuvent remplacer l'enquête qui est menée aujourd'hui par la justice, et je souhaite que le message, parce que c'est un message d'apaisement, c'est un message éminemment républicain, soit de façon renouvelée notre confiance à ceux qui mènent l'enquête aujourd'hui pour faire en sorte que, s'il y a des faits qui doivent être reprochés, et à l'évidence les faits sont graves, ils puissent être sanctionnés. Mais appelons chacun au fonctionnement normal de la justice plutôt que d'utiliser les uns après les autres des qualificatifs qui ne font qu'exacerber les tensions, et je pense que notre place n'est pas à exacerber les tensions quand il y a ce niveau justement qui se passe dans un certain nombre de nos quartiers. Et donc je continuerai pour ma part à essayer d'appeler au calme, à essayer de dire aussi très concrètement, Madame la sénatrice, comment nous pouvons aller plus loin ensemble, et notamment dans le cadre du texte sur sécurité publique qui a été débattu dans votre Assemblée, qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale hier. Il y a cette question des caméras mobiles. Elle me semble aujourd'hui utile pour ne pas rêver d'un dispositif qui supplanterait celui que nous mettons en place aujourd'hui et qui peut donner, qui donne déjà dans l'utilisation qui en est faite, mais qui par le déclenchement automatique qui va être celui prévu dans le cadre de la loi égalité-citoyenneté, va apporter un niveau de sécurité supplémentaire dans les contrôles d'identité et les interventions qui se passeront dans nos quartiers. 2000 caméras vont être déployées en police, 600 en gendarmerie, avec un déclenchement automatique. Je vous le dis, ce dispositif est aujourd'hui, à mon avis, bien plus opérationnel qu'un récépissé qui entraînera une forme de lourdeur et qui surtout ne répond pas, ne nous amène pas de réponse sur un élément essentiel. Sommes-nous prêts demain à faire dans notre pays un fichier des personnes contrôlées dans nos quartiers? Moi, je ne m'y résous pas. Je ne m'y résous pas et vous ne trouverez pas d'utilisation possible du récépissé. Et je le dis de façon très claire pour que nous ne soyons pas sur une chimère, mais sur un dispositif véritablement opérationnel. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Richard Yung pour 2 minutes pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Ma question porte sur l'avenir de l'Union européenne. Avec le Brexit, l'Union est confrontée à la crise la plus grave qu'elle ait eu à avoir depuis sa fondation. Un divorce après 40 ans de vie commune et des liens très forts, c'est nécessairement
difficile, douloureux, complexe. Et pour autant, nous devons être fermes et faire en sorte qu'après la négociation, s'il y a un accord, les pays qui sont dans l'Union, les 27, ceux qui sont restés, aient un traitement, une situation plus favorable que ceux qui l'auront quitté, et je pense nommément au Royaume-Uni. L'Union européenne doit aussi faire face à des difficultés du côté transatlantique. Pour le locataire de la Maison-Blanche, je cite, « Cela n'a aucune importance que les Européens soient unis ou non. Le Brexit va être une chose merveilleuse. » D'autres pays vont quitter l'Union européenne, qui est un instrument au service de l'Allemagne. Ce sont des déclarations surprenantes, choquantes, et qui montrent que le président nouvellement élu ne maîtrise pas bien la matière européenne. Ces déclarations montrent néanmoins la volonté du président américain de construire un ordre international basé sur des relations bilatérales et non plus sur le multilatéralisme, comme ça a été le cas depuis 1945. Pour relever les nombreux défis qui sont devant eux, les États membres de l'Union doivent faire bloc et réaffirmer les valeurs sur lesquelles repose la construction européenne. C'est ce qu'on appelle le nouveau partenariat à 27. Et il nous faut donc définir une stratégie commune pour relancer ce projet après le Brexit. Ma question donc, Monsieur le Ministre, quelles sont les orientations et les propositions que la France se réserve mettre en avant dans la perspective des prochains sommets européens? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des affaires européennes, Monsieur Harlem Désir. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Richard Yung, dans le contexte que vous avez très bien rappelé, la première des déterminations de l'Union européenne, ça doit être son unité. Quand l'un de nos partenaires, le plus important, l'Allemagne, est mis en cause par le nouveau président américain, quand le nouvel ambassadeur désigné par l'administration Trump auprès de l'Union européenne rappelle qu'il a été auparavant en poste auprès de l'Union soviétique et qu'il souhaite que cette union connaisse le même sort que la précédente, nous devons d'abord affirmer notre unité. Et c'est pourquoi les commémorations du 60e anniversaire du traité de Rome, qui nous réuniront le 25 mars, ne peuvent pas être simplement un temps de célébration, mais d'abord d'affirmation, bien sûr de rappel que nous avons accompli de grandes choses ensemble, après tant de guerres qui avaient déchiré le continent, que les valeurs qui ont fondé le projet européen, celles de la paix, de la coopération, de la démocratie, des droits de l'homme, restent actuelles et indispensables pour le continent, mais surtout que nous avons l'ambition de continuer à agir ensemble, parce que les affaires qui nous concernent, celles de notre sécurité, celles des guerres qui sont autour aujourd'hui du continent européen, en Syrie, en Irak, en Libye, celle du terrorisme, toutes ces questions, personne ne les réglera à notre place. Et que nous avons des intérêts et des valeurs à défendre. Lorsque cette nouvelle administration veut remettre en cause les accords de commerce, nous avons des intérêts économiques à défendre. Lorsque l'on voit que des conflits comme celui du Proche-Orient menacent à nouveau d'être enflammés parce que l'on veut déplacer une ambassade. Nous devons rappeler qu'il y a des principes qui sont ceux des Nations Unies, qui sont ceux du droit international et que l'Europe est au service d'un ordre international fondé sur le droit et non pas sur le droit du plus fort. Lorsque dans notre voisinage Est, on a vu un grand pays annexer la Crimée, nous avons rappelé le droit international. Donc nous rappellerons nos valeurs, notre détermination pour nos intérêts et pour notre sécurité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Jean-Marie Van Ehrenberg pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. C'est le rapporteur général. Merci, vous avez Monsieur la parole. le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Le 2 novembre dernier, je me suis réjoui du démantèlement, comme beaucoup d'entre nous, de ce qu'on appelait communément la jungle de Calais, qui, effectivement, dont l'existence entachait gravement l'image de notre pays. J'ai félicité Madame la préfète du Pas-de-Calais, ainsi que vos services, Monsieur le ministre, pour la qualité de l'intervention de la police et des services de sécurité. L'évacuation des réfugiés, des migrants vers les centres d'accueil s'est en effet déroulée avec dignité et humanité. Aujourd'hui, la confiance revient à Calais.
Eurotunnel, d'ailleurs, bat des records de traversée pour les camions. Les Britanniques fréquentent à nouveau les commerces de Calais. Mais il y a un mais. Les migrants sont de retour, surtout les mineurs, attirés, comme vous le savez, par la Grande-Bretagne. Alors, qui plus est, à quelques kilomètres de Calais, à Grande-Synthe, 1500 migrants vivent dans un camp où les passeurs font la loi, nous dit-on. La violence y est installée. Alors j'ai 3 questions, Monsieur le ministre. On peut craindre qu'avec le retour, je l'évoquais à l'instant, du printemps, les flux migratoires s'accroissent. Est-ce que les effectifs de police sur la côte sont suffisants pour enrayer toute reconstitution de squat ou d'une nouvelle jungle? Ma deuxième question concerne la capacité des centres d'accueil. Est-ce qu'elle est suffisante pour accueillir des nouveaux arrivants? Pensez-vous en ouvrir d'autres en France? Et la dernière, c'est avec le Brexit. La frontière de la Grande-Bretagne est plus que jamais à Douvres et pas à Calais. Alors ne pensez-vous pas nécessaire de revoir les accords du Touquet? Merci. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour vous répondre en 2 minutes. Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question qui me permet de dresser un bilan précis de ce qui s'est passé à Calais après le démantèlement et d'esquisser les moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui pour faire en sorte qu'aucun camp nouveau ne puisse se reproduire à l'endroit où nous l'avons démantelé. D'abord, vous le savez, c'est 7424 personnes qui ont été mises à l'abri. Je m'intéresserai notamment aux mineurs parce qu'il s'agit d'une véritable difficulté puisque 485 transferts, 1952 ont été orientés vers ce qu'on appelle les CAO mineurs et 485 transferts ont été réalisés post-démantèlement vers le Royaume-Uni. Il y a aujourd'hui plus de 400 dossiers qui sont en contestation. Je dis chaque semaine à mon homologue britannique que s'agissant des critères qui ont été fixés par le gouvernement britannique, c'est-à-dire le lien parentalité et le lien de vulnérabilité, appelé encore amendement Dobbs, il faut qu'il y ait un examen qui soit précis, c'est-à-dire non pas fixé sur un objectif quantitatif, mais sur le respect des principes, sans quoi les mineurs continueront à se diriger vers Calais dans l'attente d'une filière de passeurs qui se réorganiseront, qui se réorganisent déjà, qui veulent se réorganiser pour essayer de les projeter vers un avenir qui sera ici, dans notre pays, s'ils ne correspondent pas à ces 2 critères. Mais pour que leur avenir soit ici, il faut qu'ils aient le sentiment que leur cas a été traité en toute justice. J'en viens à votre question. Oui, les effectifs de sécurité sont et seront dimensionnés pour qu'il n'y ait pas recréation de nouveaux camps. Il y a des places nouvelles qui sont ouvertes, 350 places supplémentaires en CADA, 50 places en centre d'hébergement provisoire dans les Hauts-de-France. Nous avons vu avec la ministre du Logement, Emmanuelle Cos, les associations pour les informer d'un dispositif qui doit permettre de faire en sorte qu'il n'y ait aucune recréation de camps et qu'il y ait un traitement individuel de chacune des situations. Merci, Monsieur le ministre. Pour 11 secondes, Monsieur Van der Renberg. Non, merci, Monsieur le ministre. Juste une suggestion. Rappelez à nos amis anglais que le mot solidarité se dit aussi en anglais. La parole est maintenant à notre collègue Cédric Perrin pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole pour 2 minutes, mon cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Christophe Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'industrie. Monsieur le ministre, le 7 septembre dernier, la direction d'Alstom annonçait brutalement la fermeture du site de Belfort. S'en est suivi une mobilisation très forte. Le 4 octobre, le gouvernement a annoncé un plan de sauvetage que les élus, dans leur immense majorité, soutiennent fermement. Il contient un volet nouvelle commande sur lequel nous attendons encore des garanties car rien n'est affermi. Qu'en est-il de la fragilité juridique du dispositif exposé dans une note de Bercy censée être confidentielle mais parue dans un grand quotidien national lundi? Cette note, que vous avez démentie, a réveillé de mauvais souvenirs chez les salariés d'Alstom et dans la population du territoire de Belfort. J'ai la conviction que sur ce sujet, Alstom, comme sur beaucoup d'autres, certaines officines qui ne souhaitent pas voir aboutir cet accord sont à la manœuvre afin de le discréditer. Nous serons toujours extrêmement vigilants sur la bonne réalisation de cet accord et sur le respect de la parole de l'État.
mais il faut désormais des actes. Les collectivités locales jouent le jeu, elles avancent et tiennent leurs engagements. Il faut que le 17 février prochain, lors de la réunion du comité de suivi, des engagements forts soient pris par l'État en direction d'Alstom et de ses salariés. Les investissements que doit réaliser Alstom sur le site de Belfort sont bien entendu conditionnés à des nouvelles commandes. Nouvelles commandes qui, pour l'heure, n'arrivent pas. Je suis d'autant plus inquiet quand je vois que le conseil d'administration de SNCF Mobilité a validé l'achat de 30 TET en 2016, mais qu'Alstom attend toujours cette commande destinée à charger le site de Reichshoffen jusqu'en 2019. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, me confirmer que la commande de 15 rames TGV Bordeaux-Marseille, de 6 rames TGV Paris-Milan et de 20 locomotives de secours sera bel et bien validée le 17 février, jour de la réunion du comité de suivi, et approuvée par la SNCF Mobilité le 23 février. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge du budget, Monsieur Christian Eckert. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices, sénateurs. Je vous prie d'excuser l'absence de Christophe Sirugue qui est en déplacement en Allemagne cet après-midi. Et vous comprendrez que ce soit un ministre de Bercy, puisque c'est la dénomination habituelle, qui vous réponde en son nom. Je pourrais me contenter d'un mot, Monsieur le sénateur, c'est oui, je peux vous confirmer que l'État est bien dans le scénario que vous avez décrit. Alors, une note des services juridiques, la DHI à Bercy, a circulé, c'est vrai. Cette note étudiait un scénario qui n'a pas été retenu par le gouvernement. Comme d'habitude, lorsqu'une opération de cette envergure se profile, il est bien évident que nous demandons notamment à la direction des affaires juridiques d'étudier différents scénarios pour en valider la faisabilité, mais celle qui a été dévoilée étudiait un scénario qui n'était pas celui d'ailleurs qui avait la préférence du gouvernement et que bien sûr le gouvernement a écarté d'emblée. Et je peux vous confirmer que la préférence, la décision du gouvernement est de demander à la SNCF de passer la commande de ces 15 rames dans le cadre d'un contrat cadre qui est déjà existant et que le 17 février, s'il y avait encore des doutes, mais je parle ici au nom du gouvernement devant la représentation nationale, Christophe Sirugue a tenu le même discours de mémoire hier devant vos collègues députés. Je peux vous confirmer que la position du gouvernement est bien de confirmer cette commande dans le cadre du contrat cadre prévu par la SNCF et que ceci sera confirmé le 17 mars prochain. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant Madame la Présidente Françoise Cartron pour le groupe socialiste et républicain et pour 2 minutes. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. En 2011, je présentais au Sénat un rapport sur les conséquences de l'assouplissement de la carte scolaire avec comme principale piste de réflexion faire de la mixité sociale un objectif essentiel de la politique éducative, réexaminer la sectorisation en introduisant la notion de choix multicollèges et moduler les dotations financières en fonction de la composition sociale des établissements en y associant l'enseignement privé. En 2013, toujours au Sénat, nous avons souhaité, dans la loi de refondation de l'école, rappeler les valeurs qui doivent guider le service public de l'éducation et en lui assignant explicitement la mission de veiller à la mixité sociale au sein des établissements scolaires. Dès novembre 2015, Madame la Ministre a impulsé la mise en œuvre sur le terrain de cette politique publique essentielle, mais nous le savons, difficile. Cela a été fait de la meilleure façon possible, résolument mais avec prudence, et sous la forme d'expérimentation, en associant en tout premier lieu les acteurs de terrain. La dernière enquête PISA nous le rappelle, si la France s'affiche au sein de l'OCDE comme le pays où l'origine sociale pèse le plus lourdement sur la réussite des élèves, la ségrégation scolaire y est pour beaucoup. Or, la mixité a des effets positifs pour tous les élèves, tant sur les résultats scolaires qu'en matière de cohésion sociale. Mais nous le savons, cette politique publique ambitieuse
si elle n'est pas préparée, expliquée aux parents, accompagnée sur le long terme, provoque des réactions souvent vives. Aujourd'hui, 46 départements ont défini 82 territoires pilotes. Alors, Madame la Ministre, pourriez-vous nous en dire plus pour la prochaine rentrée scolaire? Pour vous répondre, la parole est à Madame Hélène Geffroy, secrétaire d'État en charge de la ville. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Françoise Cartron, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je vous prie d'excuser Madame la ministre de l'Éducation nationale qui est aujourd'hui en déplacement. Oui, la ségrégation sociale est en France une réalité et je pense que le sujet vaut la peine qu'on s'y attarde parce que nous en connaissons l'ampleur et la cartographie. Si 10% des collèges accueillent moins de 15% d'élèves d'origine sociale défavorisée, 10% en accueillent plus de 63%. Ce qui veut dire qu'il y a des générations d'élèves qui grandissent dans notre pays, qui fréquentent la même institution sans jamais se rencontrer véritablement. Et nous voyons mal comment l'école pourrait transmettre une appartenance commune à la République sans lutter contre les processus d'exclusion. C'est pour ça que Mme Vallaud-Belkacem a porté la question de mixité sociale scolaire comme l'un des enjeux de la mixité dans nos quartiers populaires. La carte scolaire est l'une des réponses opératoires. Certains voudraient une carte plus rigide, au risque d'entraver la mobilité sociale. D'autres veulent l'assouplir, alors même que les études en ont montré son importance et sa pertinence. C'est pour ça que la solution doit venir des acteurs de terrain et non des décisions imposées d'en haut. C'est la carte qui changera. Ce n'est donc pas la carte qui changera le territoire, mais le territoire qui fait évoluer la carte. La ministre de l'Éducation nationale a lancé l'année dernière une démarche sur 25 territoires pilotes qui ont fait émerger des solutions concrètes. Des solutions adaptées au territoire ont été élaborées, sont mises en œuvre à travers la resectorisation des élèves, la mise en place de secteurs multicollèges et l'évolution de la carte des formations. Et cela marche, Madame la sénatrice. Et la ministre a donc souhaité étendre ce dispositif dans 82 territoires, autour de 248 collèges. Et dans les 46 départements concernés, n'en déplaise à certains, l'engagement des élus a été transpartisan. Et je souhaite ici m'associer à Najat Vallaud-Belkacem pour saluer l'implication des élus locaux, tant ce sujet est important aussi pour la secrétaire d'État à la ville que je suis. À travers la France et notamment en Gironde, 4 projets sont prévus pour la rentrée 2018 à Bordeaux, Senon ou Lormont. Et la rentrée 2017 permettra d'approfondir la réflexion. C'est la cohésion nationale qui est en jeu. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Jean-François Longeot pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Vous avez la parole. 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de l'Économie, suite à la publication de l'arrêté du 5 décembre 2016, les seuils réglementaires de consultation obligatoire des domaines en matière d'acquisition et de prise à bail ont été relevés. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les seuils réglementaires s'élèvent à 180 000 € pour les acquisitions hors expropriation, contre 75 000 € auparavant, et 24 000 € de loyer annuel pour les prises de bail, contre 12 000 € auparavant. Pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier, comme le souligne la Direction générale des finances publiques. Le seuil au premier euro demeure pour les cessions concernant les communes de plus de 2 000 habitants et les autres collectivités locales tenues à consultation des domaines dans ce cadre. Concernant les communes de moins de 2 000 habitants, elles sont dispensées de consulter Domaine France en matière de cession. Aussi, je souhaite que vous puissiez, Monsieur le ministre, apporter des précisions aux maires des communes rurales qui viennent d'être informés de ce changement par vos services et qui s'inquiètent des conséquences de cet arrêté. En effet, ils étaient nombreux à faire appel aux domaines et à leurs agents pour obtenir des conseils gratuits et des évaluations incontestables lors d'échanges de terrain, de cession ou de vente, même sur des montants de transactions peu élevés. Ce service leur sera-t-il définitivement supprimé? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge du budget et des comptes publics, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Monsieur le sénateur, vous connaissez le principe de libre administration des collectivités territoriales. Ce principe était néanmoins quelque peu égratigné par le processus de validation d'un certain nombre de transactions. Vous en avez rappelé les caractéristiques, suivant la taille des communes, suivant qu'il s'agit d'une acquisition ou d'une cession, ceci afin de vérifier la bonne utilisation des deniers publics et éviter des dérives que
au niveau local, voire au niveau national, certains ont pu connaître. L'inflation des demandes a été constatée et les seuils que vous avez rappelés n'avaient pas été réévalués depuis des lustres, si j'ose dire, et nécessitaient leur toilettage. Alors qu'a proposé l'arrêté? L'arrêté a proposé d'abord de relever les seuils, je n'y reviens pas, en ce qui concerne les prises à bail ou les acquisitions amiables. Le décret a également proposé de demander à ce que les collectivités qui demandent des évaluations en dessous de ces seuils valident bien le fait qu'il y ait un projet, un véritable projet derrière, pour qu'on n'ait pas inflation de demandes, ce qui allonge les délais et parfois dégrade la qualité des avis. Pour les autres communes les plus petites ou les plus petites opérations, il y a toujours la possibilité d'utiliser le portail demande de valeur foncière qui permet d'obtenir des termes de comparaison. Il y a également la possibilité de demander 2 fois par an pour les communes de moins de 2000 habitants des évaluations. Et j'ajoute, s'il était besoin de vous convaincre, que ce projet a été travaillé avec l'Association des maires de France, dont je salue ici le président, puisqu'un document d'information a été édité à la fois par la direction et par l'AMF, qui décrit entièrement le processus, qui a, je crois, fait l'objet d'un dialogue constructif, une fois n'est pas coutume. Bien, Monsieur Longeot. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de votre réponse. Effectivement, moi, comme vous, je suis tout à fait en harmonie sur la bonne utilisation des deniers publics, sur le relèvement des seuils. Oui, il n'y a pas de problème, mais sachez que les petites communes, encore une fois, se sentent atteintes parce que ce que bénéficient les communes de plus de 2000, elles n'en bénéficient plus, et c'est pour elles quand même encore une marque de se dire, ben, on est montré du doigt. Voilà, merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à notre collègue Jacques Legendre pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le ministre, Paris est candidat à l'accueil des Jeux Olympiques en 2024. Nous souhaitons ardemment le succès de sa candidature. Mais est-ce une raison pour que la signature officielle du comité Paris 2024, affichée sur la Tour Eiffel, soit « Made for Sharing ». Renseignement pris, cela voudrait dire « fait pour partager ». Et ce slogan aura été suggéré par des publicitaires qui d'ailleurs l'ont déjà utilisé pour le confiseur Quality Street en 1979, pour Cadbury en 2006 et même aux USA en 2010 pour le lancement d'une grosse pizza burger à découper. N'aurions-nous pas pu trouver autre chose en français pour résumer l'esprit de notre candidature dans le pays de Pierre de Coubertin, restaurateur des Jeux Olympiques, qui avait tenu à ce que le français en soit la langue officielle? On nous dit que la majorité des membres du CIO ne parlent pas le français. Argument dérisoire, on peut toujours traduire. Et puis, si vous voulez prendre modèle aux États-Unis, dites donc en français que Paris est une fête, comme l'a écrit jadis dans le titre célèbre d'un de ses livres, Ernest Hemingway. Vous verrez alors que chacun comprendra. En renonçant à signer notre candidature dans notre langue, vous proclamez que la France renonce au rôle international du français. Une fois de plus, vous désespérez nos amis québécois et africains qui ont avec nous le français en partage et qui en sont fiers, eux. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour corriger cette erreur qui est plus qu'une erreur, une faute? La parole est au secrétaire d'État en charge des sports, Monsieur Thierry Braillard. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacques Legendre, ce que je vais faire pour réparer cette faute, c'est vous dire que si des sites Internet vous donnent des informations, mieux vaut avoir la bonne information en direct et donc me poser la question. Le Comité international olympique a créé des conditions pour une candidature. Il faut savoir que la candidature officielle a été déposée il y a plus d'1 année. Nous avions ensuite un stade intermédiaire où nous devions déposer un second dossier et nous avions le 3 février à déposer le 3e et dernier dossier qui concerne notamment tous les aspects techniques de la candidature. Et le 3 février, il y avait une deuxième chose qui était ouverte et possible
par le Comité international olympique, c'était la promotion de la candidature à l'étranger. C'est la raison pour laquelle, le 3 février, nous avons déposé un dossier avec un slogan français, « Venez partager ». Et nous avons, dans le même temps, entamé la promotion internationale de la candidature avec le slogan que vous avez cité, « Made for Sharing ». Donc il n'y a pas un seul slogan, c'est l'erreur que vous avez faite et que peut-être les renseignements que vous avez eus étaient erronés. Il y a bien deux slogans, un slogan français et un slogan international. Pourquoi il y a eu ce slogan anglais qui était inscrit sur la Tour Eiffel? Là encore, posez la question, vous obtiendrez la réponse. Simplement, c'est que ce jour-là, il y avait une conférence de presse avec plus de 600 journalistes de la presse internationale. Et comme c'était l'ouverture de la campagne internationale, il y a eu ce slogan. Il faut savoir que de cette ouverture de campagne internationale nous permet d'avoir dans toutes nos ambassades et consulats tout le matériel écrit en français de la candidature Paris 2024 conclure. Et que si vous voulez des renseignements plus amples sur cette candidature, je vous convie à l'initiative de votre collègue Michel Savin, qui, je crois, préside un groupe d'études sur les pratiques sportives. Il faut conclure maintenant. Je conclue, Monsieur le Président, mais j'invitais mesdames et messieurs les sénateurs à une réunion organisée par un sénateur et un groupe d'études, pratiques sportives, mardi prochain. Il y a une réunion au Sénat où on vous donnera toutes les indications sur cette candidature. Monsieur Manable, pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Pascal Boitard, secrétaire d'État chargé des personnes âgées et de l'autonomie. Et cette question porte sur le cadre professionnel et les perspectives des métiers d'aide à domicile. En effet, récemment, c'était en décembre 2016, le défenseur des droits, Jacques Toubon, s'inquiétait des conditions d'intervention des aides à domicile dans mon département, la Somme. Dans un courrier adressé au président du conseil départemental, il s'interrogeait en effet sur les conséquences des décisions du département dans ses modalités de déploiement des aides à domicile en direction des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. En privilégiant le mode mandataire et en réduisant les heures prises en charge dans les plans d'aide, le département de la Somme menace, je cite, les intérêts des personnes âgées selon le défenseur des droits. De plus, un élément nouveau et tout récent est à verser au dossier. En effet, la justice, au tribunal d'Amiens, en statuant sur plusieurs dossiers et recours faits par des personnes âgées, vient d'ailleurs d'ordonner ce matin, je dis bien ce matin même, au conseil départemental de la Somme de respecter la loi et de redonner le libre choix aux personnes âgées. Dont acte. Il faut également évoquer la situation des professionnels face à de telles décisions. 90%, je le rappelle, sont des femmes qui exercent ces métiers d'aide à domicile. Et en effet, en affaiblissant le mode prestataire qui permet de salarier ces intervenants dans des associations ou des services, on précarise fortement une profession qui est déjà très difficile. Multiplication des employeurs, diversité des contrats de travail, conventions collectives différentes, organisation du temps de travail morcelé, indemnité de transport ou droit à la formation diminué. Ces auxiliaires de vie qui gagnent, je le rappelle, en moyenne de 800 à 1 000 euros par mois ont besoin au contraire d'accompagnement et de cadres professionnels stables. Aussi, nous savons que le nombre de personnes âgées va augmenter dans les années futures. Le soutien professionnel aux aînés constitue donc un enjeu social et économique de taille. Aussi, voici ma question, Monsieur le Président. Les métiers du secteur de l'aide à domicile doivent bénéficier d'une attention particulière. Alors, Madame la Secrétaire d'État, pouvez-vous nous éclairer sur la situation et les perspectives de ces métiers de l'aide à domicile? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des personnes âgées et de l'autonomie. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Christian Manable. D'abord, permettez-moi de saluer votre action lorsque vous étiez président du Conseil départemental de la Somme jusqu'en 2014. Vous aviez à cœur les politiques de solidarité en direction des personnes âgées. C'est beaucoup moins le cas depuis 2014, depuis le changement de majorité.
Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal à Amiens aujourd'hui, avec un préfet qui a dû se substituer à des personnes âgées pour faire une seule chose, faire respecter la loi. Respecter les personnes âgées, respecter leur libre choix, les respecter aussi pour celles et ceux qui travaillent à leur service, c'est-à-dire les aides à domicile. La loi est passée, le droit a été dit, il s'agit maintenant de rendre leur dignité à ces personnes âgées. Alors, monsieur le sénateur, vous avez raison. Ces métiers d'aide à domicile est un véritable enjeu pour notre pays, car dans 10 ans, un tiers de notre population aura plus de 65 ans. Et nous devons recruter au minimum 300 000 personnes dans ces métiers d'aide à domicile qui doivent être des professionnels qualifiés de confiance, car on ne confie pas ses aînés à n'importe qui, mais à des personnes professionnelles et de confiance. Et donc, nous lançons une grande campagne avec les professionnels, je l'espère avec les collectivités, comme nous l'avons fait avec Clotilde Walter, pour que justement nous donnions envie aux plus jeunes, mais aussi à ceux qui veulent se reconvertir, à s'inscrire dans ces métiers qui sont non délocalisables et qui permettent des évolutions de carrière intéressantes à partir du moment, évidemment, où les territoires jouent le jeu, bien évidemment. Nous apportons des moyens financiers aussi pour cela et vous le savez, la loi ASV entièrement financée permet aussi ces évolutions et donc si nous voulons être à la hauteur de nos responsabilités politiques, eh bien c'est maintenant que ça commence. Merci. La parole est à notre collègue Marie-Hélène Deségaux pour le groupe Les Républicains. Et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Environnement. Elle n'est pas là. Je sais, elle ne vient pas beaucoup au Sénat, je sais. Nous étions nombreux ce matin, mes chers collègues, dans cet hémicycle, pour écouter le premier président de la Cour des comptes présenter son rapport annuel. Et là, mes chers collègues, la Cour a consacré plus de 32 pages de son rapport au dossier calamiteux de l'abandon de l'écotaxe. La Cour dit que cette décision d'abandonner l'écotaxe coûte aux contribuables 1 milliard d'euros et nous prive de la recette de 10 milliards d'euros sur la durée du contrat de partenariat. La Cour dresse un bilan très sévère, relevant que la décision de Madame Royal, d'abord de suspendre sine die l'écotaxe, ensuite de résilier le contrat de partenariat, a été prise, je cite, c'est Monsieur Migaud qui parle, dans la précipitation, sans aucune analyse préalable de sa portée et sans fondement juridique. Je vous rappelle que nous avions voté une loi. La Cour écrit aussi « La résiliation du contrat n'a pas été conduite en protégeant suffisamment les intérêts de l'État. C'est un gâchis patrimonial important pour l'État. C'est un échec industriel et social. » Franchement, mes chers collègues, difficile d'être plus sévère pour les juges de la rue Cambon. Alors, ma question à Madame Royal est la suivante. Reconnaît-elle devant la représentation nationale le grand gaspillage budgétaire dont elle est responsable dans cette affaire et quelle suite entend-elle donner au rapport accablant de la Cour des comptes? Pour vous répondre, M. Eckert, Monsieur le secrétaire d'État. Je m'y attendais. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je suis très surpris, Madame la sénatrice, que vous ayez appris grand-chose à l'audition de Didier Migaud et à la lecture du rapport de la Cour des comptes. Vous avez présidé une commission d'enquête, vous m'avez d'ailleurs auditionné à l'époque, comme vous avez auditionné Madame Royal. Vous auriez pu aussi auditionner Monsieur Le Fur, peut-être, serait-il venu avec un bonnet rouge, mais vous n'avez rien appris, Madame la sénatrice. Vous savez à quelle date? C'est très très important. Le contrat a été signé. Il a été signé le 4 mai 2012. Le 4 mai 2012. Vous vous souvenez? Et qu'est-ce qui prévoyait ce contrat, Mesdames, Messieurs? Ce contrat prévoyait que pour recouvrer 100 € de produit de la taxe, il fallait dépenser 38 € de frais de gestion. Jamais vu. Pour récupérer 100 €, on mettait 38 € à frais de recouvrement conduits, c'était aussi une première, par une société privée. On avait délégué à une société privée, qui n'était même pas française, le soin de recouvrer une taxe. Alors, quand vous parlez de calamité, il faut toujours savoir à quoi remonte
l'origine de cette calamité. Enfin, puisque vous avez eu une lecture attentive, Madame la sénatrice, vous avez vu le tableau, page 214, dans le rapport de la Cour. Les produits de l'écotaxe a été remplacé par une augmentation de 4 centimes du diesel routier et de 2 centimes du gazole. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que finalement, l'État a encaissé plus d'1 milliard d'euros, alors que le produit de l'écotaxe était 4 ou 5 fois inférieur. Donc après, on peut faire tous les scénarios, tous les mouvements de manche que l'on veut. Je crois qu'il y a quand même une responsabilité très largement partagée par la très mauvaise conduite de ce dossier. Madame Deségaux. Monsieur Eckert, je suis très sensible à ce que vous avez dit. C'est vrai que j'ai rien appris. Mais quand moi je vous le disais, vous ne le croyez pas. Là, c'est la Cour des comptes qui le dit. Ça a quand même une valeur beaucoup plus importante. Et je veux vous faire remarquer que la Cour des comptes ne critique pas l'écotaxe. La Cour des comptes ne critique pas le contrat de partenariat. Elle critique l'abandon de l'écotaxe. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Et donc, oui, vous avez pris une recette supplémentaire. Ce sont les automobilistes qui payent. Ce sont les camions français qui payent. C'est un gâchis, un désastre financier dont vous serez responsable devant les Français. Bien, mes chers collègues. Je vous rappelle que les questions d'actualité auront lieu mardi prochain. Retransmission Public Sénat. Notre site internet et Facebook. La séance sera reprise à 16h15 pour l'examen du projet de loi qui ratifie l'ordonnance portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes. La séance est suspendue. Voilà pour cette session de questions d'actualité au gouvernement au Sénat. Évidemment, on va y revenir longuement avec mes invités. En plateau, Vincent Capo-Canellas, sénateur UDI-UC de Seine-Saint-Denis, et va nous rejoindre Jacques Bigot, sénateur socialiste du Bas-Rhin. Alors, il a longuement été question dans ces questions d'actualité de l'arrestation violente dont a été victime un jeune habitant de Seine-Saint-Denis, d'Aulnay-sous-Bois plus précisément. On va, avant d'en parler, réécouter l'appel au calme lancé par Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur. Dans un premier temps, je voudrais simplement appeler chacun d'entre nous à la prudence, non pas pour minimiser ce qui s'est passé, mais parce qu'au moment où la justice doit faire son travail, elle le fait, tout lui a été transmis. Il ne nous appartient pas de qualifier ce qui s'est passé, ni même, vous pouvez constater, mais avec des mots qui ne peuvent remplacer l'enquête qui est menée aujourd'hui par la justice, et je souhaite que le message, parce que c'est un message d'apaisement, c'est un message éminemment républicain, soit de façon renouvelée notre confiance à ceux qui mènent l'enquête aujourd'hui pour faire en sorte que, s'il y a des faits qui doivent être reprochés, et à l'évidence les faits sont graves, ils puissent être sanctionnés. Mais appelons chacun au fonctionnement normal de la justice plutôt que d'utiliser les uns après les autres des qualificatifs qui ne font qu'exacerber les tensions, et je pense que notre place n'est pas à exacerber les tensions quand il y a ce niveau justement qui se passe dans un certain nombre de nos quartiers. Et donc je continuerai pour ma part à essayer d'appeler au calme. Vincent Capo-Canellas, vous aussi, vous êtes un élu de Seine-Saint-Denis, comme Bruno Le Roux, vous lancez aussi cet appel au calme? Oui, d'abord, j'observe que le jeune Théo, qui est la victime, sur une qualification qui est celle d'un viol, c'est celle qui a retenu le juge. Le jeune Théo a lui-même appelé au calme. Le maire d'Aulnay, Bruno Béchiza, a prononcé des paroles d'apaisement. Il l'a fait très tôt. Il est à l'écoute de sa population. Et bien évidemment, dans le contexte d'aujourd'hui, où on peut comprendre qu'il y ait une incompréhension devant les lenteurs de la justice, eh bien, il faut appeler au calme. Il faut indiquer que le dialogue doit être de mise et que les gestes qu'a fait le président de la République mardi sont utiles. Ils sont peut-être pas venus assez tôt, mais dans le contexte d'aujourd'hui, je crois qu'il faut renouer les fils du dialogue, savoir que la justice est à l'œuvre. Le juge a retenu la qualification de viol, donc ça veut dire qu'il y a quand même une bonne prise en compte des réalités des violences qui ont été commises. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence, et les policiers vont pouvoir se défendre, mais dans ce contexte-là, je crois qu'il n'y a pas de place pour les violences urbaines qui se sont développées.
et que tout ceci doit retrouver une forme de sérénité. C'est particulièrement difficile parce que, vu la gravité des faits, il y a une incompréhension qui est bien sûr légitime. Et je pense que la population d'Aulnay, celle des villes voisines aussi, est soucieuse que les choses reviennent à un rythme normal. Et puis, il faut réapprendre à se parler. Il y a eu des faits très graves commis et on a confiance dans la justice. Il faut que l'enquête ait lieu maintenant. On va y revenir évidemment tout de suite, mais on retrouve Mickaël Zamès qui se trouve aux côtés de Laurence Rossignol, ministre des Familles. Absolument, et vous parliez d'Aulnay, évidemment, on va en dire un petit mot. L'enquête se tourne désormais, selon l'IGPN, vers l'accident. Est-ce à dire que la police est totalement dédouanée? D'abord, c'est la justice qui qualifiera les faits, et elle seule. Et pour le moment, ce qui est ouvert, c'est une enquête dans laquelle il y a viol. Et l'élément qui est apporté par l'IGPN est un élément, mais moi j'ai confiance dans la justice. Par ailleurs, en tant que ministre chargé des droits des femmes, de la lutte contre les violences sexuelles, d'abord je voulais dire à quel point il est révoltant qu'une fois de plus, la brimade sexuelle, l'humiliation sexuelle puisse être utilisée dans l'exercice du pouvoir. C'est un abus de pouvoir. Et à quel point aussi il serait troublant que l'on puisse identifier un viol par accident, ce qui vraiment troublerait beaucoup la ministre chargée de la lutte contre les violences sexuelles. Bien sûr. Question d'actualité également. Aujourd'hui, il y a un hommage qui est décerné à Lucien Neuwirth, l'inventeur de la pilule. Ça fait presque 50 ans aujourd'hui. Il y aura une célébration qui sera faite au Sénat. Vous serez présente à cette célébration. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur l'état, des conditions, de l'utilisation de cette pilule? On sent qu'il y a de plus en plus de femmes qui ne souhaitent plus utiliser. Écoutez, c'est clair que d'abord, la pilule, ça a été avant tout la libération des femmes. Ça a été le moyen pour toutes et pour chacune de contrôler les naissances. Et c'est une loi remarquable dans l'histoire des droits des femmes que la loi Neuwirth. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dévoilera un timbre à son effigie pour qu'on n'oublie pas le rôle de cet homme dans la marche des droits des femmes. Aujourd'hui, effectivement, il y a une diversité de choix contraceptifs qui sont offerts aux femmes. Il y a depuis 2-3 ans, depuis qu'il y a eu cette discussion sur les pilules de 3e et 4e génération, et en particulier sur les risques d'AVC, une mise à distance des femmes à l'égard de la pilule. Ça reste pour autant un moyen de contraception fiable. Je pense qu'en France, on doit évoluer aussi, en particulier avec l'usage de ce qu'on appelle le dispositif intra-utérin, qu'on appelait autrefois les stérilets, sur lesquels longtemps les médecins français ont été réticents. Ils exigeaient que les femmes aient déjà eu une grossesse pour poser un dispositif intra-utérin. On peut les poser maintenant à des jeunes filles qui n'ont pas encore eu de grossesse. Il faut que chacune choisisse sa contraception. Mais il ne faudrait pas qu'on se mette non plus à avoir à l'égard de la pilule la même prévention qu'à l'égard des vaccins. Je suis très écolo, je suis favorable à ce qu'on mange bio, mais je ne suis pas non plus favorable à ce qu'on abandonne vaccins, progrès scientifiques, pilules contraceptives, tout ce qui nous a permis d'avancer terriblement sur le plan sanitaire. C'est ce que vous ressentez aujourd'hui, qu'il y a une forme d'abandon ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'inquiétude à l'égard du progrès scientifique et que cette inquiétude, elle touche aussi bien la pilule que les vaccins d'ailleurs. C'est assez, je fais le parallèle entre les deux. Ce sont les vaccins qui nous ont permis d'éradiquer un certain nombre de maladies graves, mortelles. Et c'est la pilule qui a été le premier instrument contraceptif donné aux femmes, facile d'accès. Et je crois que les médecins aussi doivent accompagner les femmes dans le choix du meilleur dispositif pour elles. Ça peut être le stérilet, ça peut être l'implant, ça peut être le préservatif selon la fréquence des rapports. Et je rappelle qu'en tout état de cause, il faut toujours un préservatif pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles. La pilule protège des grossesses non désirées, mais pas des MST. Et les médecins doivent dire aux femmes quel est leur choix. Mais attention, ne jetons pas la pilule par-dessus les haies en pensant que c'est chimique, donc c'est mauvais. C'est chimique, certes, mais c'est indispensable pour de nombreuses femmes. Le message est passé. Merci beaucoup, Laurence Rossignol, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cette réaction. Jacques Bigot nous a rejoint sur le plateau. On va revenir sur la situation à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes également le maire du Bourget, Vincent Capo-Canellas. Est-ce qu'il y a une colère dans votre population ? D'abord, il y a eu le temps de l'indignation, le temps de l'incompréhension devant ces faits qui sont extrêmement graves. Et puis, chacun comprend que la justice doit suivre son rythme. Ce matin,
Il y a eu une communication un peu maladroite sur le rapport de l'IGPN. Il faut avoir conscience que beaucoup de rapports, beaucoup de pièces vont être versées à cette enquête-là et que la justice va aller à son rythme. Alors évidemment, on a vu un certain nombre de faits de violence urbaine qui sont déroulés, pas forcément dans ma ville, et c'est tant mieux, si j'ose dire, mais dans d'autres communes. Bon voilà, il faut que tout ceci rentre dans l'ordre. Ça n'est pas la bonne façon de soutenir Théo, c'est pas la bonne façon de veiller à ce que la justice soit bien administrée. Au contraire, voilà, il faut rester dans le cadre du droit et les institutions sont là pour garantir que la victime soit prise en compte. L'avocat de la défense, enfin de la victime, hein, l'avocat du jeune Théo, maître Dupond-Moretti, a dit lui-même qu'il allait obtenir des éléments qui permettent que sa thèse soit reconnue. Donc, ayons confiance en la justice et aucune violence ne peut être tolérée. Jacques Bigot, dans ce contexte de tension, comment on retisse le lien police-citoyen ? C'est un sujet de fond, mais il est très compliqué. Il est difficile de faire en sorte que la police soit admise dans ces quartiers facilement, parce que ces jeunes aussi ont l'impression qu'ils ne sont pas admis dans la République. Il n'y a pas que la police, il y a toutes les institutions. C'est des quartiers dans lesquels les enseignants ont des difficultés, les médecins, quand ils y viennent, ont des difficultés. Donc, on sait que c'est ça l'histoire de ces quartiers qui existent depuis longtemps, et la politique de la ville, c'est des efforts, c'est pas toujours bien réussi. Donc moi, ce que je constate là, c'est que fort heureusement, on a ce jeune victime qui est capable de dire « calmez-vous ». Je fais confiance à la justice, qui affirme son intérêt républicain. Je crois que c'est important. C'est important aussi de constater qu'il n'y a pas une manifestation de force de l'ordre pour soutenir leurs collègues. Tout le monde a bien compris qu'il y a un sujet et que ce sujet doit être traité, mais traité dans le calme et pas dans la précipitation. On va y revenir tout de suite, mais autre sujet dans l'actualité, hein, l'incident à la centrale nucléaire de Flamanville. Et pour en parler, on retrouve Mickaël Zamès en salle des conférences avec le sénateur écologiste Ronan Dantec. Absolument, Ronan Dantec, qui connaît très bien cette centrale nucléaire de Flamanville. Explosion, on nous dit qu'il n'y a pas de risque nucléaire. On peut tout croire, on peut être rassuré. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y a un risque particulier. Je ne suis pas catastrophiste. Ça rappelle simplement que le risque existe dans les centrales nucléaires. Et a priori, on dit que c'est des gains électriques, mais ça sera à l'ASN de vérifier tout cela. Mais ça dit probablement aussi le vieillissement des centrales nucléaires françaises. Ça, c'est un point qui passe un petit peu sous silence. C'est-à-dire que ce parc est ancien aujourd'hui et on voit des micro-incidents ou des incidents plus importants se multiplier. 3 incendies ces derniers jours dans différentes centrales françaises. Fessenheim, toujours à l'arrêt. En fait, aujourd'hui, ça ne coûterait rien de fermer Fessenheim, elle ne marche pas. 3 incendies, on est au courant évidemment pour Flamanville. Vous avez d'autres exemples ? Cattenom, et le troisième, je ne m'en rappelle pas, mais il y a plusieurs endroits où les systèmes électriques, justement, montrent aujourd'hui leur usure. Et je rappelle qu'à Fessenheim, il y a une des tranches qui est aujourd'hui arrêté parce qu'on a cette défaillance sur la fabrication des pièces déjà anciennes. Donc on a un parc nucléaire vieillissant et l'urgence aujourd'hui, c'est bien d'accélérer la transition énergétique parce que sinon on va devant être un mur absolument infranchissable d'investissement par rapport à ce parc. Donc moi je tire 2 conséquences. 1, le risque zéro n'existe jamais dans le nucléaire, ça il faut toujours le rappeler. 2, il y a un vieillissement important de ce parc. 3, donc, il faut accélérer la transition énergétique parce qu'on n'arrivera pas à rafistoler indéfiniment les centrales. Et donc sortir du nucléaire, c'est bien ça ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, vous savez que le photovoltaïque est 3 fois moins cher en coût de production du mégawattheure que l'EPR, 3 fois moins cher. N'importe qui a... Vous fermez les centrales, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. On va les fermer. C'est même pas il faut, c'est on va les fermer pour une simple raison de bon sens économique. Et plus on retarde cette fermeture, plus on retarde les investissements dans la transition énergétique, plus on marginalise la France. Merci beaucoup, Ronan Dantec. À tout à l'heure. Merci pour cette réaction. Et on va revenir du coup au dossier d'Aulnay. Comment lutter contre les contrôles au faciès dont beaucoup de jeunes se disent victimes dans les cités ? Le récipicé, est-ce que c'est la solution ou la caméra piéton comme évoqué par Bruno Leroux, Vincent Capo-Canellas ? Bruno Leroux a tout à l'heure donné un cadre. Il n'est pas favorable au récipicé. Il faut aussi intégrer le fait que la police a quand même beaucoup de contraintes, que leur rôle est difficile et qu'on a besoin d'une police républicaine qui soit forte, qui assume des missions.
il y a aussi une réalité de la délinquance, et donc il faut trouver cet équilibre-là. Voilà, donc moi je suis favorable au développement des caméras portées. Ça peut être un élément important. Il y a eu des décisions de la Cour de cassation, je crois il y a quelques mois, sur le sujet, qui rappellent le cadre des contrôles et qui sont destinés à permettre d'éviter ce qu'on appelle les contrôles aux faciès. Évidemment, un jeune ou un habitant de banlieue qui vient travailler à Paris et qui subit sur le parcours plusieurs contrôles se sent à juste titre discriminé en fonction de la couleur de peau, voilà, en fonction de tel ou tel élément distinctif. Donc c'est un sujet, mais je pense qu'il y a un travail à faire avec les forces de l'ordre, de sensibilisation aussi là-dessus. Et puis s'il y a des abus, il y a aussi des testings qui existent. Voilà, ces techniques-là peuvent être mises en œuvre. Et bien évidemment, ça fait partie de la palette de choses sur lesquelles il faut savoir jouer. Voilà. Mais attention à partir d'un élément qui est tout à fait anormal, je veux dire, de violences très fortes qui ont été commises, de ne pas non plus jeter l'opprobre sur toute la police. La grande majorité des policiers fait son travail dans un cadre républicain et en respectant les règles. Jacques Bigot, le gouvernement socialiste avait promis des mesures, le récépissé. Maintenant, on voit qu'on s'oriente plus vers la caméra. Il est temps de mettre en place des choses ? Le récépissé avait été envisagé dans la campagne de 2012, mais il n'y avait pas d'engagement pris. Et puis la réflexion, c'est comparer comment ça fonctionne, ce que ça coûte, ce que ça représente. Et la difficulté aussi pour les policiers. Je crois qu'il ne faut pas leur rendre leur tâche compliquée ou trop complexe. Donc je pense que la solution effectivement de la caméra piéton est utile parce qu'elle peut sécuriser et le policier qui pourra s'en expliquer ensuite et la personne qui est contrôlée. Et puis, il y a les équilibres à trouver sur les besoins de ces contrôles d'identité. On sait bien que parfois, les jeunes viennent vous dire « on me contrôle systématiquement alors même qu'on me connaît ». Bon, est-ce que le contrôle est une façon d'approcher le jeune pour avoir un dialogue avec lui? J'en sais rien. Il y a un travail sur quel est le rôle de la police, quelles sont ses missions, mais dans des conditions extrêmement difficiles. On sait aussi que ce qu'on subit des policiers dans ces quartiers. Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver. C'est ça le rôle de la République. Et moi, je salue vraiment la victime qui est capable, avec son avocat, d'apaiser les choses parce qu'elle a ce sentiment républicain très fort. Vincent Capo-Canellas, on l'a entendu, colère d'une partie de la population, colère aussi des policiers qui sont sous pression avec l'état d'urgence qui reste presque permanent. Ils sont fortement mobilisés et ça expose aussi à des dérives. Alors je crois que rien ne peut autoriser ou justifier des dérives. Et que l'honneur de la police, justement, c'est d'exercer cette mission qui est si difficile. C'est-à-dire d'avoir une autorisation d'exercer une forme de contrainte dans un cadre républicain, légal, très réglementé, sous le contrôle des institutions, sous le contrôle des citoyens, et ça n'est pas un rôle facile. Voilà, donc rien n'autorise des dérives, mais on peut aussi entendre qu'il y ait des conditions de travail difficiles, qu'il y ait des questions de moyens, et que dans les quartiers réputés difficiles, on met trop souvent des jeunes fonctionnaires qui viennent de sortir de l'école de police, qui ont peu d'expérience, et on a du mal à fidéliser les encadrants qui partent vers des départements ou des villes plus faciles assez vite. Donc c'est un vrai sujet, ça, de continuer à donner des moyens à la police. Il y a sans doute un travail de formation, il y a un travail aussi pour repérer les fonctionnaires qui parfois peuvent être aussi en difficulté ou bien simplement qui peuvent aussi perdre trop facilement le contrôle de leurs nerfs et qui peuvent déraper. Et donc voilà, ça, il y a peut-être des mesures qu'il faut mettre en place de ce point de vue-là, mais n'oublions pas que les fonctionnaires de police, on en a besoin et qu'ils font vraiment dans leur très grande majorité leur travail de manière remarquable. Ça n'est pas facile, la délinquance est là, on vit dans un contexte aussi de terrorisme, voilà, et la République a besoin de forces de l'ordre qui soient effectivement contrôlées, qui bénéficient de la confiance de la population. C'est un lien à retisser, et ce type d'affaires, ce type de drame est quelque chose de désastreux au titre du lien entre la police et la République. Autre actualité, la campagne présidentielle, la campagne que François Fillon veut relancer. Pour en parler, on va en salle des conférences du Sénat où Michael Zamès se trouve aux côtés d'Alain Houpert, sénateur Les Républicains. Oui, parce que la contestation au sein des Républicains elle se fait toujours entendre. Il y a dans quelques minutes une conférence de presse de la part des avocats de François Fillon. Il y a les enfants de François Fillon, 2 de ces enfants qui sont auditionnés devant la justice aujourd'hui. Le feuilleton continue, Alain Houpert. Oui, chaque jour, la presse donne des révélations. Et comment suivre une campagne dans ces conditions? Il y a 2 incertitudes autour de la candidature de François Fillon. L'incertitude judiciaire, parce que nous n'avons aucune nouvelle chaque jour, ni bonne ni mauvaise. Et l'incertitude pour François Fillon d'avoir convaincu les Français.
Ici, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire vous parlez d'incertitude aujourd'hui. Vous réclamez à nouveau que François Fillon quitte son costume de candidat? Le doute est certain. Nous avions une campagne que nous ne pouvions pas perdre, et puis un désir d'alternance de la part des Français. Et il y a un flou. Il y a un flou qui nourrit les extrêmes, et il y a une inquiétude grandissante sur le terrain. C'est ce que vous entendez, vous, sur le terrain? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que les gens ressentent exactement? Parce que peut-être qu'à Paris, on n'a peut-être pas cette idée-là quand on interroge les élus. Vous avez des remontées, vous, exactement. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Le sentiment qu'il y a deux France. Il y a la France germano-pratine, ici, dans le quartier latin, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, et la France des territoires. Moi, je ne suis pas la courroie de transmission des éléments de langage de Paris, je suis la courroie de transmission de mon territoire. Donc, j'ai comme tout le monde mon smartphone, tout le monde m'appelle. Mes concitoyens m'appellent, les maires, les élus, et il y a une incertitude et il y a une peur de perdre cette élection. Il faut écouter nos électeurs, il faut écouter les Français. Les Français veulent une alternance, une vraie alternance, celle de la droite, et ils ne veulent pas une alternance par les extrêmes, et on risque d'avoir ce marigot médiatique qui s'empile chaque jour avec les révélations de la presse, fait le terreau des extrêmes. Merci beaucoup, Alain Houpert, d'avoir témoigné, de nous a fait remonter un petit peu ce qui se passe sur le terrain chez vous. Merci. Merci. On va revenir sur cette déclaration d'Alain Houpert. Il y a un flou dans la campagne de François Fillon. Vincent Capo-Canellas, les centristes qui sont censés être derrière François Fillon, est-ce qu'il y a un flou aussi de votre côté? On vit une situation particulièrement difficile parce que le débat est confisqué et les Français s'attendaient à une élection où on parle quand même d'avenir, d'enjeux. On est sur le terrain judiciaire. Voilà. Et dans ce contexte-là, on a vraiment le sentiment que les choses ne sont pas faciles pour François Fillon. Il a dit lui-même que s'il était mis à l'examen, il en tirerait les conséquences. On verra si la justice souhaite aller plus loin. Dans le moment qui est le nôtre, l'idée, c'est quand même plutôt de revenir au débat de fond. Voilà. Moi, je soutiens François Fillon parce que je pense qu'il a un projet pour la France qui doit nous permettre de redresser le pays, de remettre la France dans la compétition mondiale, de faire que l'emploi se développe, qu'on retrouve une vision d'une France en Europe qui soit plus forte et qui sache, dans la mondialisation, s'affirmer. C'est ça l'idée principale et c'est ce vers quoi nous devrions nous concentrer. La difficulté, c'est que le candidat aujourd'hui n'est plus tellement audible. Voilà, je crois qu'il est conscient du sujet. Il a répondu sur son honnêteté. Moi, je n'ai pas de raison de douter de sa parole. Bien évidemment, il faudra regarder la situation quand même dans les 3 semaines qui viennent, parce que soit la campagne est audible, soit elle est inaudible. Et dans ce cas-là, ça posera des questions. Il y a un scrutin majeur, il ne faut pas le rater. Et il faut affirmer la possibilité d'une alternance qui ne peut être que républicaine. Et je pense que face à Marine Le Pen, on aura besoin demain d'avoir un candidat à la droite et du centre qui soit au plus fort de ses capacités pour porter un message d'espoir. Jacques Bigot, ni la droite traditionnelle ni la gauche traditionnelle ne seraient pour l'instant présents au second tour de l'élection présidentielle. Ça vous inquiète ? Ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ces révélations sur l'emploi de Madame Fillon, qui jette un discrédit global sur toute la classe politique. Et c'est ça ce qui est dramatique. Vous entendez des choses, vous, sur le terrain ? Mais bien évidemment, et ça fait quand même déjà un moment, donc c'est pas que par rapport à cette histoire. On sait bien que même les maires vous le disent, les gens croient de moins en moins, sont de moins en moins confiants dans les hommes et les femmes politiques, ce qui est dommage, parce que ça veut dire que c'est un délitement de la République qui est très grave, qui pourrait conduire effectivement à des extrêmes. Moi, je pense, je vis en Alsace, je suis toujours très inquiet, et je pense toujours à ce qui est arrivé en 1930. Démocratiquement, Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne. Il ne faudrait pas que nous ayons une extrême droite qui arrive au pouvoir. Et quand on voit effectivement ce qui se passe aux États-Unis, on a de quoi être inquiet par le populisme qui peut arriver. Et le populisme va se nourrir de ce discrédit de la politique en général. Donc oui, je crois qu'il faut très rapidement arriver quand même à avoir des débats de fond sur les orientations. Il y a une situation un peu étrange, effectivement, puisque finalement personne ne va porter le bilan du gouvernement. Je pense que d'ailleurs le candidat du Parti socialiste ne pourra pas faire complètement fi du bilan du gouvernement. Il sera quand même obligé de reconnaître qu'il y a des choses... C'est votre candidat ? Alors je me suis pas exprimé au moment des primaires parce que pour moi c'était extrêmement difficile. Je comprends le motif pour lequel
parmi 2 millions d'électeurs de gauche, plus sont allés vers effectivement la candidature de ce qu'on appelait le frondeur. Parce que ils trouvaient que le gouvernement n'était pas suffisamment à gauche. C'est souvent d'ailleurs le cas. On est toujours déçus. Et puis comme les gens de gauche sont des gens qui veulent le progrès, s'ils n'ont pas tout le progrès qu'ils veulent, ils oublient. C'est un peu, ils regardent plutôt la bouteille à moitié vide que la bouteille à moitié pleine. Voilà. Je pense que les gens de droite sont plus raisonnables, ils sont un peu plus conservateurs. Donc finalement, la bouteille déjà à moitié pleine, ça leur suffit. Voilà la réalité de notre électorat. Mais je pense qu'il y a toute une série de questions pour l'avenir qui se posent. La question, c'est comment est-ce qu'on les aborde. Et on est dans une situation franchement inédite. Pour la droite, pour le centre, pour la gauche. Mais c'est surtout pour la République. On va y revenir juste après, mais on retourne en salle des conférences où Michael Zamès se trouve aux côtés d'Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste. Absolument, et on va parler de cette affaire à Aulnay, du viol et de l'IGPN qui a classé cette affaire comme thèse d'accident, en tout cas aujourd'hui. Ça vous inquiète, vous ? Écoutez, je n'arrive pas à comprendre ce concept de pénétration accidentelle. Je suis complètement ébahie. Et moi, ma crainte, c'est au-delà de l'émotion que cela suscite chez moi, c'est qu'il puisse y avoir jurisprudence et que ça puisse toucher des femmes, c'est-à-dire qu'on pourrait juger qu'il y a eu pénétration accidentelle alors qu'il s'agirait d'un viol. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc je suis assez époustouflée. À votre avis, il y a une tentative de camoufler cette affaire, une tentative de dédouaner la police ? Quel est votre sentiment ? Moi, je ne sais pas s'il y a une tentative de dédouaner les policiers. En tout cas, ce que je sens, c'est qu'on veut gagner du temps. Gagner du temps sur quoi ? Je ne sais pas. Mais il me semblerait responsable de la part de nos gouvernants de créer les conditions pour que justice soit rendue le plus vite possible. On a le sentiment aujourd'hui qu'il y a une justice de classe, en quelque sorte, dans notre pays. C'est-à-dire des jeunes gens qui commettent des actes répréhensibles. Je ne les partage pas et je les condamne, mais 6 mois de prison, ferme. Et des policiers qui, à l'évidence, au moins un a commis un acte qui s'apparente à un crime, soient toujours remis en liberté. Moi, je respecte la justice et les décisions de justice, mais permettez-moi quand même de m'interroger sur cette justice. En quelques mots, à Aulnay, ce soir, il pourrait encore y avoir des violences. Est-ce que vous lancez un appel au calme ? Est-ce que vous demandez aux gens de rester chez eux ? Moi, je trouve que Théo a fait preuve d'une grande responsabilité en appelant les populations de son quartier et d'autres villes du département à ne pas faire la guerre. Donc, je me mets dans les pas de Théo et j'appelle vraiment toutes et tous à faire preuve de la plus grande responsabilité, de la plus grande sérénité. Nous gagnerons tous ensemble si nous savons faire preuve de recul un peu sur ces événements pour en venir à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on ne veut plus que des choses telles que celles qui se sont passées se passent encore à Aulnay, mais dans d'autres endroits. Merci beaucoup Éliane Assassi pour votre témoignage. À vous Jérôme. Merci pour cette réaction. On va revenir sur le climat de la campagne électorale. On a rarement vu, Vincent Capo-Canellas, une campagne démarrer de façon aussi violente, avec des rumeurs, des attaques. On s'en prend à la presse, à la justice. On n'entend plus parler du fond. Oui, on a aussi le sentiment que tout ça est quand même un petit peu orchestré. C'est malgré tout curieux qu'on essaye de confisquer comme ça le débat, mais il faut entendre aussi les choses telles qu'elles sont. Ce climat est très défavorable pour la démocratie et donne le sentiment que la classe politique se serre un peu dans la caisse et que les facilités sont grandes pour ceux qui font leur travail, de législateurs ou de gouvernants. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut rapidement clore, et il faut maintenant à la fois François Fillon puisse donner des gages clairs. Il a commencé à le faire, je crois qu'il faut qu'il continue, il faut que l'enquête permette d'établir clairement les choses, et je crois que je n'ai pas de raison de douter de sa parole pour ce qui me concerne, mais en même temps il faut que chacun est conscient de sa responsabilité. Aujourd'hui, la parole publique doit être pesée, on doit montrer que nous sommes là dans l'action, que le rôle des élus est difficile, qu'il y a des règles qui ont été renforcées et que la démocratie doit être préservée. Voilà. Et puis surtout, revenir au vrai sujet, faire notre travail, être au service des habitants qui attendent de nous, et les Français attendent de nous des solutions. Jacques Bigot, très rapidement, est-ce qu'on est en train de trumpiser la campagne électorale ? Moi, je pense que lorsque l'on met à ce point le discrédit sur nos institutions, que ce soit sur les parlementaires, que ce soit sur les gens qui sont engagés en politique, que ce soit sur la justice, que ce soit sur la police,
on a tous les dangers devant nous. Et je pense que c'est extrêmement dangereux. François Fillon a commencé sa campagne des primaires en accent sur je suis un homme, l'homme parfait, le chevalier blanc, se comparant au général de Gaulle qui était le premier président de notre 5e République. Il est lui-même dans une situation délicate. On est malheureusement obligé de couper ce débat, car c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires.